Alors après le retour ce week-end de TJ Dillashaw, on a un peu une redistribution des cartes qui se fait dans une catégorie qui est extrêmement active. Qu'est-ce qui s'est passé? TJ est revenu dans le classement et après sa victoire sur Cory Sandhagen, il est actuellement classé deuxième. C'est-à-dire que le champion c'est Aljamain Sterling, le numéro 1 c'est Peter Yan et numéro 2 TJ Dillashaw. Donc c'est quand même, il revient très haut dans le classement. Faut pas oublier que c'est un ancien champion qui n'a pas perdu son titre au combat mais pour dopage. Et c'est très intéressant ce retour de TJ Dillashaw parce que dans une division qui est extrêmement active, il y a énormément de talent, on a une vraie redistribution des cartes. Pour revenir sur le combat de TJ Dillashaw de ce week-end, je pense qu'il faut aussi prendre plusieurs choses en compte. C'est qu'il revient après 2 ans d'absence, il affronte quelqu'un qui était dans le top 3, qui prétendait presque au titre. Il était blessé à l'arcade, il était ouvert, et c'est la raison pour laquelle le combat avait été repoussé de mai à juillet. Et c'est cette arcade qui s'est rouvert dans le deuxième round, quelque part. Donc il avait déjà un point de faiblesse. Apparemment, il avait déjà, d'après son interview post-fight dans la conférence de presse, il avait déjà des blessures aux pieds et aux jambes. Faut regarder pendant le combat, au premier round, quand il était pris dans un leg lock, il s'est, il me semble, rompu le ligament collatéral et il s'est abîmé le ménisque, il s'est cassé le ménisque. Donc c'est quand même très impressionnant qu'il ait fait ce combat. Il a duré 5 rounds contre un adversaire très dangereux et très bon. Il a duré 5 rounds avec son genou en moins et une arcade ouverte. Et en plus, quelque part, d'une blessure qu'il avait déjà. Donc je pense que tout ça ajoute à comment on doit juger la place de TJ Dillashaw dans la catégorie. Et pour moi, la place de numéro 2, elle me semble pas malvenue quelque part en fait, quand tu prends en compte. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'il va récupérer de toutes ses blessures d'ici le title fight? C'est-à-dire en combien de temps il va mettre à récupérer de tout ça? Parce qu'il y a quand même une rupture du ligament collatéral, donc à l'intérieur du genou. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas soulever Cory Sandhagen. Alors déjà, Cory Sandhagen se défend très bien, mais il donne beaucoup son dos, et c'est pour ça qu'il a perdu contre Sterling. Et Dillashaw expliquait qu'il ne pouvait pas le soulever. Il ne pouvait pas faire un suplex ou un scissor takedown, c'est-à-dire à partir du dos quand il tombe sur les genoux pour le renverser. Et pourtant, il a essayé 2 fois dans le combat, et il ne pouvait pas parce que son genou ne lui permettait pas, il ne pouvait pas squatter fort dessus. Voilà. Ceci étant dit, voilà, le combat reste très serré. Le combat en lui-même, c'est un débat. Mais pour le coup, TJ Dillashaw, il n'a pas démérité. Et je dirais même qu'il mérite sa place dans le classement. Alors, est-ce qu'il va avoir un title shot? Maintenant, la question, et ce que TJ Dillashaw semble vouloir, c'est d'attendre le rematch Yan contre Sterling. Tout le monde donne Yan gagnant, bien sûr. Le rematch devrait avoir lieu le 30 octobre. Et donc, ça laisserait un peu de temps pour Dillashaw pour récupérer. Et puis, éventuellement, il voudrait le prochain title fight, qui pourrait avoir lieu dans 8-10 mois après, enfin, qui pourrait avoir lieu 8 ou 10 mois après le rematch Ian Sterling, ce qui laisse énormément de temps à Dillashaw de bosser et en plus, guérir. C'est un match pour moi qui est très probable dans le sens où Peter Yan le veut. Peter Yan est fan de TJ Dillashaw et il rêve depuis longtemps de se battre contre lui et il rêve de le battre. Et Dillashaw, lui, il veut reconquérir son titre. Donc pour l'instant, c'est le chemin qui semble probable. Après, il peut se passer d'autres choses. Donc ceci étant dit, maintenant on peut parler de la division, de la catégorie dans son ensemble. Donc on a un combat pour le titre le 30 octobre à l'UFC 267 avec, il me semble, en co-main event, ce sera le co-main event du combat pour le titre de Jan Blachowicz contre Glover Teixeira. Bon, alors tout le monde sait comment s'est passé le premier combat Jan contre Sterling, je ne vais pas en dire plus. Sterling a gagné grâce à une faute de Jan et il est champion alors qu'il était en train de se faire défoncer pendant le combat. Donc Sterling actuellement a le titre et il va devoir le remettre en jeu contre celui que tout le monde considère comme le champion légitime, celui qui n'a pas perdu son titre en réalité, pas dans le combat, Peter Yan. Tous les pronostics donnent Peter Yan gagnant. Personnellement, je le donne gagnant aussi. Sterling était en dessous à tous les niveaux au premier combat. Mais je pense qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Je pense que Sterling, il n'est pas con. Il a quand même vu ce qui s'est passé, même si il dit que c'était un combat qui était serré. Je pense qu'il le sait dans sa tête que c'était pas serré et ses coéquipiers le savent aussi. Et c'est possible qu'il ait prévu quelque chose. Donc je pense qu'il ne faut pas que Yann soit trop confiant dans ce rematch. Après, Yann, le truc, c'est que c'est un mec très intelligent. C'est un très grand stratège. Donc
je doute pas qu'il fera attention et qu'il ne fera pas le même combat qu'il a fait. Même si il y a de grandes chances que si les mêmes recettes sont appliquées, on aura le même résultat. La question ensuite, c'est est-ce que TJ il peut battre Yann? Alors là, je trouve que c'est un match-up extrêmement intéressant. On a deux styles de combat très différents. TJ, c'est essentiellement quelqu'un de mobile. C'est grâce à son jeu de jambes, son footwork, qu'il arrive à se créer des angles et des opportunités. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en boxe anglaise, il a pu s'entraîner de temps en temps avec Lomachenko. Il y a cette même recherche d'angles différents et de changement de garde. Yann, à contrario, c'est quelqu'un d'assez ancré façon Muay Thai. D'ailleurs, on l'a vu dans ce combat contre Sterling et c'est très intéressant d'avoir le retour d'un champion, de quelqu'un qui est dominant dans un style Muay. C'est-à-dire il a garde haute, Muay classique. Essentiellement, les takedowns contre Yann, c'était des balayages. Et, il encaisse. Il encaisse et il avance, même s'il n'a rien encaissé de fort contre Sterling. Ce qui est intéressant, c'est que Yann, au premier round, il est toujours très patient, il observe son adversaire. C'est pour ça que des gens donnaient. Aldo avait gagné, il me semble, le premier round. Sterling, on pouvait lui donner le premier round, même si c'était essentiellement du volume et des coups qui tombaient dans la garde, rien de significatif. Mais bon, sur le papier, il a le round, il l'a gagné, c'est normal. Mais faut pas croire que parce que Yann est patient au premier round et qu'il laisse faire les gens, c'est qu'il perd. Au contraire, c'est qu'il est en train de prendre des informations, de t'étudier. Et ensuite, il va créer ses pièges, créer ses occasions, mettre en place ses ouvertures à lui sur toi. Donc, est-ce que Dillashaw peut gagner contre Yann? Je pense que la performance qu'on a vue nous montre qu'il n'a pas tout perdu, loin de là, mais qu'il n'a pas non plus été dans une très grande domination. Même si on prend en compte les blessures qu'il a eues avant le combat, l'arcade qui s'est rouverte, alors qu'elle n'aurait pas dû s'ouvrir, je veux dire, s'il n'était pas blessé de base, on ne lui aurait pas ouvert l'arcade, en tout cas pas au deuxième round. Donc, à voir, je trouve que c'est un match-up extrêmement intéressant. Je pense qu'il faut voir comment TJ guérit. Éventuellement, hein, il peut se passer n'importe quoi sur la route du titre. TJ peut affronter, on peut demander à TJ d'affronter quelqu'un d'autre avant qu'il affronte Yann. C'est pas impossible. Et quelque part, ça nous aiderait, nous, à en savoir plus sur lui. Et Yann aussi. Mais bon, voilà, je pense que TJ, justement, quelque part, il préfère que Yann le sous-estime parce que lui, il sous-estime pas Yann. Il sait que Yann est. Et Yann non plus ne sous-estime pas TJ, mais chacun sait que l'autre est très dangereux. Je pense que TJ, les clés d'un combat contre Yann, ouais, ça sera d'être extrêmement mobile et d'utiliser ces takedowns explosifs qui déracinent comme il sait le faire, comme il a pu faire contre John Lineker. Il pourrait balader Yann comme ça. Maintenant, Yann, c'est essentiellement son intelligence qui le fait gagner. Un bon striking. C'est pas un virtuose, mais juste il sait capitaliser sur les bons moments et il sait se créer des occasions. Donc je pense que le vrai combat pour le titre entre TJ et Yann sera extrêmement intéressant et je pense qu'on l'attend tous. Ensuite, dans la catégorie, en tout cas dans le top 15, c'est ce dont je vais parler du top 15 et un peu des prospects, le prochain combat, ça va être José Aldo contre Pedro Munoz. Donc ils s'affronteront le 7 août, donc c'est dans pas longtemps, là, c'est dans une semaine et quelques. Et c'est un match-up, pour Aldo, ça va être d'essayer de revenir dans le top 5, en tout cas parmi ceux qui pourraient prétendre au titre, après cette défaite assez dure contre Peter Yan. Pour Pedro Munoz, c'est conquérir une place dans le top 5 et commencer à aspirer au titre. Pedro Munoz, je le donne gagnant contre José Aldo. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'Aldo, il a beaucoup de mal avec le cardio ces derniers temps. Il a tendance à s'éteindre pendant le combat et c'est pour ça qu'il a perdu. Il explosait dans le premier round et puis il a fini par être juste le combattant le moins frais contre Peter Yan qui a été plus intelligent. Pedro Munoz semble extrêmement durable. Je crois qu'il ne s'est jamais fait KO. Il avance tout le temps, il ne s'arrête pas, il impose un rythme. Et sa boxe est assez basique, c'est pas un virtuose. Là où il réussit le mieux, c'est dans les slugfests, dans la grosse bagarre. Et il a surtout des calf kicks extrêmement bons, donc les coups de pied au mollet, au côté du mollet, dans le nerf. Et il est extrêmement bon. Il a défoncé la jambe de Jimmy Rivera, qui a d'ailleurs qui a tenu 3 rounds vraiment comme un guerrier. Regardez le combat contre Jimmy Rivera,
il lui défonce le mollet et contrairement à plein d'autres, Jimmy Rivera a continué le combat sans perdre ses appuis. Il a fait preuve d'un grand courage. Donc voilà, pour ce combat, moi je donne Pedro Munoz gagnant parce que Aldo n'aura pas le cardio pour tenir 3 rounds d'un Pedro Munoz qui ne fait qu'avancer, qui ne fait que taper et qui impose son rythme et qui en plus semble, comment dire, ne pas du tout être affecté par les coups qu'il se prend. Je veux dire, Aldo, à part s'il met un KO au début, à mon avis, il va perdre. Et on voit bien quand même qu'en étant descendu en bantamweight, il a un peu perdu sa puissance. Voilà. Sauf s'il capitalise sur un gros contre sur les calf kicks de Munoz, sachant qu'il va en donner beaucoup, des calf kicks. Si Aldo fait un game plan à partir de ça, je pense qu'il a une chance de gagner, d'attendre le calf kick, de le laisser s'installer, c'est risqué péril, hein, et de mettre un gros contre. C'est un game plan risqué, mais en fin de compte, je pense que c'est celui qui me paraît le meilleur pour Aldo. Parce que il va pas tenir 3 rounds avec un Pedro Munoz qui n'arrête pas de lui marcher dessus, qui n'arrête pas de lui mettre de la pression, qui n'arrête pas de le forcer à réagir. Aldo est un physique trop explosif pour ça. Après, concernant la partie grappling, bon, bien que ce soit tous les deux des mecs très bons au sol, qui me semble qu'ils sont tous les deux ceintures noires en JJB, je vais pas m'étaler là-dessus parce que je pense que personne n'est dupe, aucun d'entre eux n'a envie de faire un combat de grappling. Ils ont tous les deux envie de se bagarrer, ils préfèrent le striking. Donc voilà, possibilité hein, d'une soumission, voilà, mais il semble pas, à mon avis, ces deux mecs vont pas vouloir chercher à grappler, quoi. S'il y a une possibilité, ils le feront, mais c'est tout. Donc à ce niveau-là, pas de commentaire. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que Pedro Munoz a du mal avec des cibles mobiles. C'est ce qu'on a vu, mobiles et en plus qui ont comment dire, qui ont de la longe. C'est pour ça qu'il a perdu contre Sterling dans un combat de striking. Sterling a de très bonnes, comment dire, il a un mouvement très imprévisible. C'est pas du tout quelqu'un qui strike comme toi, ton coach va te l'enseigner. Aucun coach va te dire de te battre contre Sterling. Sa manière de mettre des coups, c'est pas du tout orthodoxe. Il a sa manière à lui, ça marche dans certains cas. C'est face à un vrai technicien comme Yann, ça n'a pas marché. Mais son allonge et sa rapidité, surtout, c'est ce qui a battu Pedro Munoz. Pedro Munoz a aussi été battu par la rapidité de Frankie Edgar. Le match-up suivant, c'est donc Merab Dvalishvili, coéquipier d'Aljamain Sterling, dans la team de Matt Serra, contre Marlon Moraes. Et ça aura lieu le 25 septembre. Donc Merab Dvalishvili qui est peu connu mais qui sort d'un gros win streak de 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires d'affilée, toutes des décisions unanimes. Il a notamment battu Cody Stamann qui doit être numéro 15 actuellement. D'ailleurs c'est ce qui lui a valu sa place dans le classement. Il a battu John Dodson et puis surtout je dirais le prospect Casey Kenny, qui est pourtant un excellent striker. Dvalishvili qui a un style quand même plus de lutte, il n'a pas une boxe exceptionnelle, il a de la puissance, mais c'est surtout sa lutte comme beaucoup de mecs de l'Est, on va dire, puisque lui il est géorgien me semble-t-il. Donc il affronte Moraes pour une meilleure place dans le classement. Moraes qui semble avoir du mal quand même ces derniers temps, qui a à peu près perdu 4 combats d'affilée, si on compte le combat contre José Aldo comme une défaite. Ce qu'on peut compter comme une défaite, puisque tout le monde l'a fait, à tel point que José Aldo, après cette défaite, a eu droit au titre. Donc on peut considérer qu'il a perdu par décision, ce qui n'est pas non plus une défaite, c'était pas désastreux, sa défaite contre José Aldo. En revanche, par la suite, le TKO par Cory Sandhagen, puis le TKO par Rob Font. On est en train de se dire, Aldo il est sur une pente descendante. Mais c'est difficile à dire puisque c'était des KO et des TKO dans le round 1 ou 2. C'est difficile de juger dans quel état technique il est par rapport au reste de la division. Et puis, bon, Sandhagen et Rob Font, aujourd'hui, c'est dans le top de la division. C'est des mecs qui peuvent aspirer au titre. Donc, je pense que ça va être difficile à savoir comment va être ce combat. À mon avis, voilà, la chance de Marlon Moraes, s'il en a une, c'est de réussir à garder le combat debout, quoi. J'aurais tendance à donner Merab gagnant et ça ferait pour lui une grosse remontée dans le classement. Et par la suite, une possibilité d'affronter le perdant de Munoz versus Aldo. Ça, ce serait une suite logique. Ou alors, carrément, s'il a une très belle victoire, d'affronter Sandhagen.
Et pour en revenir à ça, Sandhagen, quant à lui, il vient de perdre, mais c'est pas une défaite dévastatrice ni désastreuse. En fin de compte, je trouve que le combat de TJ Sandhagen, d'un point de vue professionnel dans la catégorie, par rapport à la catégorie, par rapport à ce à quoi ils peuvent aspirer, personne n'a vraiment perdu. Dans le sens où Sandhagen, c'est pas une défaite dévastatrice, c'était un bon combat, il y a même plein de gens qui le considèrent comme le gagnant. TJ Dillashaw, c'était aussi un bon combat, il est officiellement reconnu comme le gagnant. Donc ils ont été tous les deux gagnants de ce combat, et en plus ça a été un très bon combat qui restera encore un moment parmi les meilleurs combats dans le top 5 actuel de la division. La suite logique donc pour Sandhagen, ce serait pourquoi pas d'affronter le gagnant de Aldo versus Munoz, et pourquoi pas Rob Font. Je pense que ce serait un match-up super intéressant. C'est deux des mecs les plus grands et qui ont le plus d'allonge dans cette division qui s'affronteraient, et on verrait leur striking, à quoi ils ressemblent, à quel point peuvent-ils être techniquement propres quand ils n'ont plus le bénéfice de la taille et de l'allonge. De la même manière qu'on a vu que pour Israël Adesanya, une fois qu'il se retrouve, alors il a eu les couilles de monter dans une autre catégorie dans laquelle il était même en dessous du poids limite, mais de le voir se battre contre un mec aussi grand que lui qui a autant d'allonge, on voyait que sa manière de se battre a beaucoup moins fonctionné, parce que dans sa catégorie, lui, il suffit qu'il se penche en arrière, et c'est bon, tu peux plus toucher sa tête. Le match-up contre Rob Font pour Sandhagen n'a pas forcément beaucoup de sens par rapport à la division, dans le sens où ils en sont eux deux dans le classement. En revanche, je pense que c'est surtout un match-up intéressant pour les fans, et surtout que compte tenu de la teneur de la défaite de Sandhagen, on peut considérer qu'il n'est pas à aller se battre contre un mec trop bas dans le classement, parce qu'actuellement il doit être 3e, 4e, donc au coude à coude. Ensuite, pour les prospects hors classement, on est obligé de parler de Sean O'Malley, Sugar. Tout le monde parle de lui, c'est une star alors qu'il n'est même pas classé. Il est accusé de ne se battre que contre des tomato cans, donc contre des videurs, quoi. Et notamment, dernièrement, on a mis Chris Moutinho, un mec qui vient d'arriver à l'UFC, hop, on le fout sur la main card avec Sean O'Malley, et bien sûr, Sean O'Malley le défonce. Donc, il y a clairement du favoritisme pour O'Malley, clairement, l'UFC veut en faire une star. Actuellement, son seul combat contre un mec qui est dans le top 15, c'était contre Chito Vera, et il a perdu. Est-ce que c'est une défaite dévastatrice? Oui, parce que ça met fin à son invincibilité, en tout cas le fait qu'il n'ait pas été vaincu. Mais en même temps, c'était sur une stratégie particulière, ce qui est le calf kick, qui a donné quand même plusieurs victoires de la même manière cette année, qui semble être presque un truc infaillible maintenant. Ça fait longtemps que ça existe, mais je ne sais pas pourquoi, il y a un an ou deux, tout le monde s'y met. Et on voit des très grosses victoires comme ça. Par exemple, Poirier contre McGregor, en termes de boxe, McGregor était en train de gagner. C'est vraiment quand Poirier a retiré le mouvement de McGregor avec les calf kicks qu'on en est arrivé là. Je parle du deuxième combat. Donc quels sont les match-ups possibles pour Sean O'Malley? Là, je pense qu'il est vraiment temps qu'il affronte quelqu'un dans le top 15 pour acquérir sa place et ensuite se battre contre d'autres mecs du top 15. Et puis que nous, les fans, on voit ce qu'il vaut vraiment. Parce que pour l'instant, on ne voit que se battre contre des entre guillemets des nobody, même si Wineland c'est pas un nobody, Chito Vera c'est pas un nobody, même Sukamta avant c'était pas un nobody, pour ceux qui connaissent, mais quand même, pour le grand public, on a besoin de le voir contre une meilleure compétition, et même en termes de combat, on a envie de le voir un peu plus, on a envie de le tester, quoi, on a envie de le voir en difficulté. Donc il y a actuellement un bif avec Cody Garbrandt. Cody Garbrandt, lui, il sent que il flaire, je pense, la thune que ça peut lui rapporter, et il a bien raison. Et je pense que ce serait quelque chose de gagnant-gagnant, parce que Cody Garbrandt est grave en perte de vitesse. Sugar O'Malley a besoin de monter et vite, parce que je pense que lui aussi doit s'impatienter. Et je pense que ça ferait un très bon main event pour un Fight Night, O'Malley contre Garbrandt, même si ce serait un énorme saut dans la division, et ce serait limite injuste pour comment on est censé évoluer dans l'UFC. Mais en même temps, ces combats, en tout cas en victoire, ont toujours été dominants. Des match-ups qui sont plus raisonnables et qui ont plus de sens pour O'Malley, ce serait pourquoi pas de se battre contre Chito Vera. Un rematch contre Chito Vera pour une place dans le classement. Chito Vera qui a perdu contre José Aldo, et je ne crois pas qu'il se soit battu depuis. On pourrait voir O'Malley ajuster sa stratégie, puisque je suppose quand même qu'après Chito Vera, Moutinho ou qui que ce soit qui voulait affronter O'Malley, c'est tout de suite dit, calf kicks. Donc contre Moutinho, il s'était préparé à défendre des calf kicks, forcément.
Et donc à voir comment il sera préparé pour un rematch contre Chito Vera et est-ce que Chito Vera peut gagner de manière globale sans cette technique particulière. Je pense que l'autre match-up qui a du sens, c'est de se battre contre Kyler Phillips, qui vient de perdre au co-main event contre Rolian Paiva. C'était le co-main event de samedi soir. Kyler Phillips, bon striker, spectaculaire, intéressant. Il était en bas de la division là avec sa défaite et avec l'entrée de Dillashaw, il a été éjecté de la division. Donc ça ne garantirait pas une place dans la division pour O'Malley, mais je pense que c'est un bon match-up qui est intéressant pour les fans et qui rapproche encore O'Malley dans la division, si tant est que l'UFC veut continuer à le protéger en le faisant se battre contre des mecs pas connus. Sinon, je pense que un mec comme Jimmy Rivera, ça peut être intéressant. Je veux dire, par rapport à où il se situe dans le classement, même si c'est peut-être pas il est moins connu qu'O'Malley, je pense. C'est moins un nom que O'Malley, donc c'est moins profitable pour O'Malley. Et même si, à mon avis, dans un combat comme ça, Jimmy Rivera aura beaucoup de mal. Jimmy Rivera, en revanche, contre un autre prospect ça pourrait être très intéressant, c'est Casey Kenny. Casey Kenny qui ressemble beaucoup à TJ Dillashaw, les gens disent que c'est un peu son clone. Bon, malheureusement, lui, il s'est fait battre par Merab Dvalishvili et il a perdu contre Dominic Cruz. Alors que, je veux dire, son précédent combat contre Nathaniel Wood, c'était une magnifique masterclass. Mais ce mec est très très bon, mais il est beaucoup dans l'échange et il n'est pas suffisamment dominant. Il ne cherche pas suffisamment à dominer. C'est l'impression que j'ai. Il est beaucoup dans l'échange, un combo, etc. Dans la bagarre, mais sans avoir un effet particulier jusqu'au bout. Regardez ce combat contre Nathaniel Wood, il est extrêmement... c'est un très beau combat. Très beau combat technique qui va jusqu'à la décision entre deux strikers qui vraiment utilisent des techniques variées. Voilà, donc Casey Kenny, lui, je le verrais bien contre Jimmy Rivera. Je pense que eux deux, c'est un combat hyper intéressant dans le sens où c'est tous les deux des bons strikers techniques, mais Jimmy Rivera est très classique avec de la boxe anglaise et Casey Kenny a ce côté plus virtuose comme peut l'avoir TJ Dillashaw. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire sur la catégorie bantamweight actuellement. Ce week-end, c'est Sean Strickland contre Uriah Hall. Uriah Hall qui revient après une longue absence et après avoir, entre guillemets, battu par TKO Chris Weidman qui s'est pété le tibia sur lui. Donc bon, pas vraiment un combat un peu décevant pour lui. Donc heureusement, il revient là contre un autre striker. Je pense que ça va être très intéressant. Et mon avis personnel, c'est que Uriah Hall va gagner.